Est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara est éternel? Non. Est-ce que vous pensez que votre pouvoir là est éternel? Non. Bon, Soumaoro Cimetière est mort, il n'est plus là. Ahmed Bagayogo est mort. Amadou Gon Coulibaly est mort. Ouattao est mort. Djidi Kobina est mort. Plein d'autres sont déjà morts. Mais beaucoup parmi vous, vous allez être vivants. De votre vivant, le RHDP va perdre le pouvoir. De votre vivant, vous allez perdre le pouvoir. Est-ce que vous avez pensé à ça? Quand vous allez perdre le pouvoir, comment est-ce que vous serez? Quand vous allez perdre le pouvoir, où est-ce que vous serez? Quand vous allez perdre le pouvoir, qu'est-ce que vous deviendrez? Parce que vous oubliez vraisemblablement ces choses-là. Vous croyez que vous êtes éternel, alors que vous allez perdre ce pouvoir. D'une manière ou d'une autre, vous allez quitter le pouvoir. Quand vous allez quitter le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Les Ivoiriens se souviendront de vous, de ce que vous avez fait, des crimes que vous avez commis. Les Ivoiriens seront là pour vous rappeler cela. Est-ce que vous pensez à ça un peu? Merci, Kofi Dibi. Mais, alors, on continue d'écouter Gbagbo. J'ai 10%. Si tu prends les 2 milliards, moi, il me donne 10%, là, il me donne 200 millions. C'est pour ça que, si tu veux, un an, tu arrives à venir le lendemain, tu le dis. Donc, il faut lui donner 2 milliards pour que Gbagbo rentre pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Le gars, il a 10%. Lui, Gbagbo dit, il n'est pas intéressé, mais le gars dit tout, il faut que Gbagbo accepte pour que lui puisse avoir ses 10%. Bon, voilà un peu comment, je vais vous faire écouter il y a une partie de ce monsieur. Je me rappelle l'époque où on allait aux élections. Voilà. Dans certains pays avec les urnes déjà prêtes. Les urnes déjà prêtes. Ça existait, ça? Oui, oui, ça existait. Dans cette vidéo, tout va être dit sans filtre. Robert, vous préfère t'enterrer. Accrochez-vous. Il y a une partie que je vais faire écouter. Je vais vous faire écouter une seule partie. Combien de gouvernements avez-vous renversé en Afrique par la France? Par la France? Quelques-uns. Quelques-uns, mais encore quelques-uns. Mais je me rappelle l'époque où on allait aux élections dans certains pays avec les urnes déjà prêtes. Les urnes déjà prêtes. Ça existait, ça? Oui, oui, ça existait. Ousmane Sonko, Diomaye ont été élus démocratiquement. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Ok. C'est des accords secrets post-coloniaux entre la France et l'Afrique. Quelle est la vérité sur les contenus de ces accords secrets? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Écoutez bien, ça nous intéresse dans le Sahel. Le général de Gaulle avait demandé à Jacques Foccart de maintenir toutes ces nouvelles républiques africaines dans le giron de la France. Vous allez les rassurer, Foccart, on va élaborer des accords de défense, on va signer avec eux, vous leur garantirez leur maintien au pouvoir, et nous allons nous assurer de nos intérêts dans le pétrole, dans le gaz, dans les minerais, et c'est tout. De ne pas manquer des matières premières stratégiques. D'où voilà, la naissance de ce terme de France-Afrique. Et c'est le côté sombre de la France-Afrique, où la France a exploité outrageusement les richesses naturelles. Donc, la France a volé systématiquement. Et la France continue de voler systématiquement. Ivoirien, détestez-moi, détestez Robert Bourget, ça c'est votre problème. Mais la réalité, logiquement, ce pays-là, avec autant de potentialités énergétiques, pétrole, gaz, or, autominerais, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû être endettée telle qu'elle l'est aujourd'hui à près de 40 à 50 000 milliards de dettes en 15 ans.
avec tout ce que la Côte d'Ivoire a comme ressources agricoles, ressources minières, 蓝牙已断开， ce n'est pas 蓝牙已 possible. 连接。 Ce n'est pas possible. On me dira, on ne peut pas se développer sans prendre crédit. C'est quand tu n'as rien, tu prends crédit. Mais quand tu as quelque chose, tu fais doucement quand tu prends les crédits. Si Ouattara était suffisamment intelligent, d'ailleurs, c'est l'erreur que Robert Bourgi va faire. Il va dire que Ouattara est un homme intelligent. Robert, tu mens. Il n'est pas intelligent. Il est bête. Il est idiot. Il n'y a rien dans sa tête. Vous n'avez qu'à regarder le capitaine. D'où il tire le financement pour la construction de Burkina Faso? C'est parce qu'il scelle des deals. Et les deals, le peuple burkinabé est le premier gagnant dedans. L'argent, s'il n'y a pas l'argent liquide, il y a une façon. Domelo a fait ça, vous avez vu, Domelo, il a expliqué certaines choses. On a une autre façon de payer les services avec nos minéraux. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis étonné que jusqu'à présent, on n'a pas d'avion au Mali, les nouveaux trains ne sont pas encore arrivés. Il y a certains, c'est vrai que sur le côté énergétique, Assimi est en train de faire un travail extraordinaire, mais au niveau du transport, on est vraiment loin derrière, alors qu'il y a la possibilité de changer les choses de façon drastique dans ce domaine. Les gens sont allés en Russie, on nous a montré les images. À combien de reprises ils sont allés en Russie? Le président voulait que les choses accélèrent. Mais pourquoi du coup il y a un ralentissement? Assimi voulait voir les choses aller vite. Mais la question c'est de savoir, est-ce que c'est les ministres qui sont à l'origine ou quel est le blocage? Mais pourtant le Burkina semble ne pas connaître cette réalité du Mali, puisque le Burkina a son avion. Alors que nous, on a commencé notre projet d'avion avant le Burkina. Mais le Burkina a son avion et continue d'avoir des brand new, des avions neufs. Des avions neufs. Les ceux disent oui. Les avions chinois aujourd'hui sont les meilleurs de loin dans le monde en termes de performance, en termes de qualité, en termes de consommation de kérosène, en termes de luxe. Ce sont les mêmes Boeing et puis Airbus sont derrière. Et la plupart des pays du Golfe, ils sont en train d'annuler toutes leurs commandes et puis se tourner vers la Chine et la Russie. Parce que c'est beaucoup moins cher. C'est meilleur. Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et moi, je souhaite que le président mette un peu un coup d'accélérateur et demande au ministre, le ministre qui ne produit pas un résultat dans un bref délai, que le ministre présente sa démission. Peu importe qui est le ministre. Si un ministre n'apporte pas de résultats dans un bref délai, si le ministre ne rend pas sa démission, il faut tout simplement le limoger. On a besoin de résultats. Parce que le problème, c'est quoi? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. On va voir le Burkina avancer, on va voir le Niger avancer. On sera obligé de dire au président, ceux-là sont venus après nous. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Si un ministre ne fait pas son travail, le président sera obligé d'agir. Si le Mali était seul, certains ministres peuvent penser que leurs postes sont sécurisés. Oui. Vous pouvez penser que vos postes sont sécurisés. Mais pendant combien de temps? Parce qu'à un moment donné, le président Assimi Goïta sera obligé de prendre sa responsabilité. Le peuple va le pousser à prendre sa responsabilité. Parce qu'on ne peut pas regarder le Burkina être en train de faire des performances dans tous les domaines. Et puis nous, on est là, alors qu'on a été les premiers sur le terrain. Et voir le Niger qui est venu après nous, être en train de nous dominer. Mais attention, le président sera obligé d'agir. Ça, c'est pas Keïta qui le dit, mais les choses vont obliger le président d'agir. Il sera obligé de prendre ses responsabilités et limoger des ministres. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas continuer dans l'hypocrisie et on ne peut pas continuer dans la médiocrité. Il y a des ministres qui ne sont pas à la hauteur. Je n'insulte personne, mais vraiment, c'est la réalité. Vraiment, c'est ça. On n'a qu'à regarder. Maintenant, vous pouvez prendre des jeunes gens sur les réseaux, crier, wow, 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 wow. Vos griots sont là, ils n'ont qu'à crier. Mais nous, on va sortir avec ce qu'on appelle les faits. Les faits sont là. Quand tu as fini de crier, oh là, nous, on saurait les faits, voilà ça. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le Burkina, on est d'accord, on n'est pas d'accord, est le leader de l'AES. Dans tous les domaines.
Alors, comment le Burkina arrive à financer telle ou telle chose? Ça, parce que le peuple burkinabé contribue. Le gouvernement a réduit son train de vie, mais ça ne peut pas suffire. Je suis désolé. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'immense projet de bitumage, de construction d'infrastructures socio-économiques. C'est énorme. Donc, il faut sceller d'autres deals. Mais pendant ce temps, il y a l'acquisition de matériel de guerre. Donc, il y a tout ça. Pendant que vous construisez le pays, pendant que vous mettez au point l'économie du pays, vous luttez contre le terrorisme. Mais le Burkina, nous, tous les trois pays sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Mais à côté de cela, c'est vrai que le président, il a fallu que le président lui-même, il prenne à bras le corps la construction de cet hôpital-là, qui sera un hôpital de référence en Afrique de l'Ouest et en Afrique même, à l'exception du Maroc, de la Tunisie, peut-être de l'Algérie, peut-être de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Kenya, peut-être, de l'Éthiopie aussi, du Rwanda, de l'Ouganda, Burundi, peut-être. Ça ne dépasse pas 10 pays. À l'exception de ces 10 pays-là, l'hôpital qu'Assimi est en train de construire, il n'y a pas un pays, même pas la Côte d'Ivoire, même pas l'hôpital mère-enfant de Dominique. L'hôpital qu'Assimi. Et Assimi a pris Assimi même s'est investi dans ce programme-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, cet hôpital a fait la fierté du Mali. Parce que mais est-ce que le président doit s'impliquer dans tout comme ça? Parce que c'est un hôpital militaire aussi, faut pas oublier. C'est un hôpital militaire. Donc Sadio aussi est impliqué dedans. Donc quand ces deux-là se retrouvent sur un projet, vous pouvez dormir tranquille, hein. Le projet, il sera hors pair. Donc, on va écouter encore Borgé. Il y a une partie qui m'intéresse, où il fait l'apologie des coups d'État positifs. Et ces coups d'État-là, il explique, c'est la France qui est à l'origine. Le vol systématique, le pillage de nos ressources, et aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui dit non, on ne veut plus. Et d'ailleurs, c'est ici que j'ai appris quelque chose qui nous a été caché. La presse internationale nous a caché ça. Il y a eu des affrontements il n'y a pas longtemps, je crois, en Casamance, et Sonko, je crois, a envoyé la police pour rétablir l'ordre. La police et la gendarmerie, je crois. Et il y a eu plus de 80 morts. Il n'y a pas un mois de cela, hein, cela fait 2 semaines, peut-être maximum 2-3 semaines, je crois. Moi, c'est ici que j'ai appris, c'est avec lui que j'ai appris ça. On nous a caché ça. Cela, il dit, il regrette que Diomaye et Sonko puissent en arriver là. 80 morts, c'est beaucoup. Bon, je sais pas trop les circonstances et les contours mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Salut toi, Franck, comment vas-tu? Mohamed Diarra, ça va? On continue rapidement. Aux dépens des populations africaines, en maintenant un pouvoir politique totalement soumis à l'impérium français, d'où la France-Afrique, et je l'ai vécu de très près, je l'ai vu faire, et c'est pour cela que je salue véritablement aujourd'hui, et je le fais sans cesse depuis 2011, je salue sans cesse l'apparition d'un nouveau personnel politique en Afrique. Je n'ai jamais critiqué les coups d'État militaires s'ils sont survenus au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. C'est qu'il était temps que cela se fasse, parce que le peuple lui-même n'est pas en mesure d'aller contre le pouvoir. Écoutez bien. Ça ne pouvait être que les militaires. Et ils sont là, et il ne sera pas impossible que d'autres pays suivent la même voie. Alors, il ne sera pas impossible que d'autres pays suivent la même voie. Il ne sera pas impossible qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. S'il doit y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire, je prie
si je dois veiller en prière pour que cela se réalise, Wallah, au nom de Dieu, je vais veiller en prière. On a fait un coup d'état chez nous si on n'a pas tué quelqu'un. Le Niger n'a tué personne. Le général Tchadi n'a tué personne. Ibrahim n'a tué personne, sauf les gardes de corps de d'Abeba qui voulaient s'opposer. C'est tout. Il n'y a pas un civil qui a été tué ni blessé, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Donc on peut faire un coup d'état en Côte d'Ivoire, tout en espérant que ce soit la même chose qui s'est produite au Mali, au Niger et au Burkina. Parce que nous ne voulons pas un coup d'état sanglant. Un coup d'état où on va tuer les gens. Un coup d'état où il y aura des échanges par rapport à ceux-là ont pris les armes contre ceux-là, ceux-là ont pris les armes contre ceux-là. Moi, je prie qu'il y ait un coup d'état en Côte d'Ivoire. Je le cache même pas. Au nom de Dieu, je prie qu'il y ait un coup d'état en Côte d'Ivoire et que Ouattara tombe. Parce que pendant combien de temps vous croyez que les gens vont supporter ça? Et ce que Robert dit ici, la population elle-même ne peut pas. Vous voyez comment les contestations sont brimées. Mais alors, si vous avez vos amis garçons en face de vous, vous avez les armes, ils ont les armes, non, on verra ce qui va se passer. Mais nous ne disons pas qu'il faut que des gens prennent les armes les uns contre les autres. Nous disons tout simplement que Ouattara soit démis, chassé du pouvoir, sans qu'un civil ne soit tué ou blessé par un coup de fusil. Et qu'on ne tire même pas un coup de fusil, que ce soit le même scénario du 24 décembre 99. Lui qui a dit que c'était une révolution populaire, on prie Dieu que la même révolution populaire vienne le balayer du pouvoir, parce qu'il ne mérite pas d'être à la tête de ce pays. Il doit être chassé de la tête de ce pays. Il a trop menti, il a trop causé de tort. Et la haine de Ouattara ne cesse de grandir. Et moi, franchement, j'ai vu des présidents idiots. Cette expression-là, je la tire de choses, comme on appelle ça, de la série Game of Thrones, que vous avez tous regardé. Game of Thrones. Hein? Le nain, là. Il dit à son neveu, qui était le roi, le petit, Geoffrey, il dit, j'ai vu des rois vicieux, mais tu es le plus idiot de tous les rois que j'ai connus. Et Alassane Ouattara ne mérite même pas de faire une minute à la tête de ce beau pays-là. C'est pourquoi vous avez pu voir le ballet de la honte en France. Le ballet de l'humiliation. Ils ont dit qu'ils vont humilier Vladimir Poutine, mais ils ont échoué. Ibrahim, aujourd'hui, ça fait la une. Attention, l'avion qui allait chercher Ibrahim, il y a quelque chose que moi je voulais vérifier sur l'avion. Parce que, au niveau de la Russie, le président a une flotte. La défense a sa flotte et les affaires étrangères a sa flotte. Je connais un peu l'avion que la Rome utilise, parce que je le vois souvent avec cet avion. Mais c'est pas le même avion. L'avion, c'est le deuxième avion de Poutine qui est venu, l'avion personnel. Pour savoir que c'est l'avion du président, l'avion a 2 réacteurs de chaque côté. Donc au total, c'est 4 réacteurs. L'avion qui est venu chercher Ibrahim. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a menacé. Voilà des pays qui se disent démocrates. Voilà des pays qui se disent d'une civilisation. Respect de la diversité. Pourquoi ils ont du mal à accepter quand nous choisissons nos partenaires? Pourquoi ils veulent nous imposer un partenaire? Donc, quand vous regardez l'avion qui allait chercher le capitaine Ibrahim au Burkina Faso, l'avion avait 4 réacteurs, 2 réacteurs de chaque côté. Ça, c'est la flotte du président Poutine. C'est l'avion personnel de Poutine. Ça fait partie de l'avion personnel de Poutine. Parce que, en fait, Poutine, il a un gros avion, et puis celui qu'on a vu. Donc, quand le gros va en entretien, c'est-à-dire en maintenance, il utilise celui que nous avons vu avec Ibrahim. Et cet avion-là, il a utilisé à plusieurs reprises. Moi-même, j'ai dit,
On dirait que le gros avion de Poutine, là, on dirait que c'est parti quelque part. Hein. Alors, comme c'est un avion, après certaines heures de vol, il faut que l'avion rentre tout de suite pour faire les maintenances. Voilà. Donc, quand l'avion là, quand le gros porteur, le balèze là-bas en maintenance, celui qui a transporté Ibrahim, c'est l'avion que Poutine utilise. Pour savoir que c'est effectivement, moi, c'est ce que je voulais voir d'abord. Parce que les présidents, quand je vois les avions des présidents, je prends le temps de repérer quelques éléments qui me permettent de dire chaque fois que ça, c'est l'avion du président. Il y a le numéro qui est là, d'accord? Il y a le numéro de l'avion qui est là. Et puis surtout, ce sont les réacteurs que je regarde. La plupart de ces avions-là ont toujours 2 réacteurs. Ce qui permet à ces avions-là d'aller partout dans le monde sans s'arrêter. Et l'avion est ce qu'on appelle, l'avion est, le réservoir est rechargé en plein vol. Donc, il fait pas d'escale dans un autre pays. L'avion est rechargé en plein vol, quelle que soit la distance parcourue. Donc, il y a le gros porteur qui vient, qui remplit l'avion et qui fait demi-tour. Voilà. Et c'est, là aussi, vous avez vu les Sukhoi là qui ont accompagné l'avion jusqu'au Burkina, du Burkina en Russie. D'abord, ça c'est une fierté pour nous, en tant qu'Africains. Oui, fierté, on dit, ah, tu n'as pas honte, c'est le peu. Oui. C'est une fierté pourquoi? D'abord, historiquement, civilisationnellement, politiquement, nous nous sommes assumés. Aujourd'hui, le Burkina peut s'acheter un avion présidentiel, mais Ibrahim ne juge pas de la nécessité d'acheter un avion, puisque Ibrahim a une priorité. Il a trouvé un pays pratiquement inexistant, un pays en géro. Il est en train de mettre le pays sur ses 2 pieds. Et la priorité n'est pas la priorité de la folie de grandeur de ce vieillard irresponsable, voleur et criminel Alassane Ouattara, qui regarde le peuple ivoirien végéter et se permet de s'acheter autant d'avions qu'il veut, sans se soucier de la vie des Ivoiriens qu'il prétend aimer. Mais alors que c'est l'argent des Ivoiriens qu'il aime, Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il aime. C'est le prestige que lui donne le président. Ah non. C'est le prestige que lui donne la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il aime. Moi, je le dis. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Si vous voulez, faites de ça le texte que vous allez mettre quand vous allez prendre mes vidéos pour les couper. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Alassane Ouattara aime le prestige de la présidence de la République que offre ce beau pays, qui est la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il aime le prestige de la présidence de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, Ibrahim arrive. Ibrahim n'a pas besoin d'aller puiser dans les caisses de l'État pour s'acheter un avion. Il n'en a pas besoin. Il était sur le point de louer un jet pour se rendre en Russie. Puisque moi quand je faisais l'analyse avec vous, j'ai présenté 2 personnages. Sans savoir que, après la plupart de tous les grands analystes au monde, quand je suis allé regarder, ont présenté les deux personnages, les 2. En fait, ils étaient 3, puisque c'est Poutine qui les invitait, donc moi j'ai pas vu Poutine dedans. Le monde a retenu son souffle avec 2 présidents, Ibrahim Traoré et Xi Jinping de la Chine. Ce sont les 2 présidents que le monde a mis en avant. Mais Al-Sisi était là-bas, l'Égypte était là-bas, Maduro était là-bas, Umaru Abalo Sissoko était là-bas, Denis Sassou Nguesso était là-bas, Théodore Obiang était là-bas, bien d'autres présidents étaient là-bas. Mais Ibrahim est celui qui a été vu et ciblé. Et à son arrivée, il y a des présidents qui ont voulu le rencontrer, tel que Maduro. Il dit, j'ai insisté à te rencontrer parce que je voulais te serrer la main et te dire de tenir bon. Parce que tu es sur le bon chemin. Mais ça, c'est une fierté pour nous. C'est un honneur pour nous. Voilà pourquoi je dis, c'est une fierté pour nous. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan stratégique, vous avez entendu tout à l'heure Robert Borges. La France est passée, malgré les mensonges qu'on nous a vendus, et l'idiotie de ce président irresponsable Ouattara. On a vu la vérité. La vérité est là. Et le deuxième pas. La France n'aime que notre richesse. La France n'aime que notre sous-sol.
Et nous l'avons compris dans le Sahel. Aujourd'hui encore, vous continuez de voir des articles de presse croyant que des analphabètes vont faire des reprises. Moi, je ne ferai jamais des reprises. Quand on attaque le président Assimi Goïta, le Mali va souffrir avec Barigol. Depuis, ils disent que le Mali va souffrir avec Barigol jusqu'aujourd'hui, là. Ils répètent les mêmes choses, mais ils sont pas fatigués. Souffrance, on n'a pas encore vu, hein, quand on fait des Barigol, là. Alors donc, Ibrahim arrive en Russie, il vole un peu la vedette, mais il a un entretien particulier, on va développer ça à notre prochaine rencontre, mais je vais planter le décor pour vous. Il a une rencontre avec le président Poutine, où des grands chantiers ont été discutés. C'est comme si la présence d'Ibrahim, c'était au nom de 3 chefs d'État. Et c'est à ce titre, il a été invité en tant que président de Faso. Les autres individuellement ont été invités. C'est vrai, nos ministres des Affaires étrangères étaient là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ibrahim, d'une certaine manière, a représenté l'AES. Tous les peuples de l'AES étaient représentés par le président Ibrahim. Et je vous jure que j'ai vu quelque chose qui m'a marqué, d'exceptionnel. Je suis un observateur très curieux. J'ai regardé le dispositif sécuritaire. Je dis, bon, le FSB s'amuse pas à la sécurité des zones de Poutine. Je vais voir comment le FSB va gérer la sécurité avec la sécurité rapprochée du capitaine. Donc, je me posais la question, comment le FSB va gérer ça avec eux? Mais ce qui est intéressant, c'est que le FSB était là, mais le FSB a laissé la place à la sécurité personnelle d'Ibrahim. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et Ibrahim avait son arme toujours chargée. Pas un seul instant, il n'a jamais retiré son arme. Son pistolet était toujours là et bien chargé. À toutes les rencontres. Et je vous fais vivre une petite expérience que j'ai vécue. Quand Ibrahim est descendu de l'avion, il a été reçu par les officiels. Et puis, tellement l'officiel, je ne sais pas si c'était le président de la Douma ou bien je ne sais pas qui trop c'était, le gars qui allait qui accueillait le président. Et il causait, il était tellement content, tellement, c'est-à-dire, il était tellement excité de voir Ibrahim. Donc, dans la causerie, il tapotait comme ça Ibrahim, quoi, par l'épaule, il causait. Tu sais que Ibrahim, ici, il avait vu le truc de l'AES. D'accord? Il y avait le Burkina, et puis l'AES. Et là, c'était bien là. Bon, entre-temps, quand le monsieur, il causait avec Ibrahim, et sa main est descendue légèrement au niveau du coude. La sécurité d'Ibrahim, qui a la mallette, anti-chose là, comment vous appelez ça, anti-balle là, ils ont une mallette, quand on veut tirer net, on met là, ça prend les balles, quoi, comme les paraballes là, d'accord? Comme les gilets. Donc, quand le monsieur, sa main est descendue, tout de suite, il y a un gars de corps d'Ibrahim là, qui est un peu mince, il dit, hey, parce que lui là, il est mince là, il doit être dangereux. Parce que c'est lui qui est toujours collé à Ibrahim. Et c'est le premier, si on doit faire quelque chose, qui est prêt à mourir d'abord pour Ibrahim. Et au moment où Ibrahim causait là-bas, Ibrahim, je sais qu'il avait son idée sur son âme, mais son gars, quand le gars, sa main est descendue, c'est pas exprès, mais tout de suite, le gars s'est approché, et puis il a essayé de protéger l'arme d'Ibrahim. J'ai dit, waouh. Merci, Florent Bako. Wow. J'ai dit, waouh. Les gars, mais pendant ce temps, il y avait un autre dispositif qui était derrière. Donc, ils ont fait une sorte de parapluie de protection autour d'Ibrahim. Et le FSB était juste au niveau du véhicule qui attendait. Ils ont laissé la sécurité d'Ibrahim gérer Ibrahim jusqu'au véhicule. Et ça,